l'atelier en fait, que nous faisons aujourd'hui dans cette salle Lénine qui porte bien son nom pour le débat que nous allons avoir. C'est un débat en fait, sur la question du parti. C'est en particulier en fait, un débat sur le bilan à 10 ans de la fondation du NPA, parce que voilà, ça fait 10 ans et demi même en fait, que le NPA s'est créé. Le parti dans lequel en fait nous militons, nous en fait les camarades du CCR, mais aussi en fait à Yvan qui pour le coup en fait est un camarade d'une autre sensibilité du NPA, et nous voulons en fait faire le débat aujourd'hui un peu à la lumière, si vous voulez, de la discussion du plénier d'hier, c'est-à-dire en fait non pas un bilan en abstrait du NPA, mais essayer de réfléchir en fait le bilan du NPA par rapport aux tâches qui sont celles des révolutionnaires dans une situation marquée par une lutte de classe intense et en même temps par des phénomènes politiques complexes, contradictoires, disruptifs, qui marquent le scénario dans lequel les révolutionnaires seront amenés à intervenir dans la prochaine période. Donc nous avons pour cela souhaité inviter des camarades en fait, de d'autres sensibilités du NPA et en particulier de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'aile gauche du NPA, les composantes de l'ancienne plateforme A au sein du NPA. Et en fait, Yvan nous a fait le plaisir en fait, de répondre positivement à notre invitation. Donc on le remercie déjà en fait et on l'accueille chaleureusement à notre université d'été pour essayer d'avoir le débat en fait le plus vivant possible sur les défis en fait qui sont posés pas seulement à nous mais à l'ensemble en fait des révolutionnaires qui militent à l'intérieur du NPA. Donc nous allons faire en fait 2 introductions d'entre 15 et 20 minutes à peu près. L'idée ensuite en fait c'est d'ouvrir pour le débat. Aujourd'hui on a un peu plus de temps normalement en fait que les autres jours. Donc l'idée c'est d'avoir un débat et ensuite en fait une petite conclusion pour chacun de nous à la fin. Donc, de toute façon on a une souplesse, on verra aussi en fonction en fait, de la dynamique de la discussion. Sur ce, je ne vous embête pas plus, je passe directement en fait la parole à Yvan. D'abord, merci de votre invitation chaleureuse et dans un cadre ensoleillé et chaleureux pour un débat qui est effectivement au cœur de la situation nationale, de ce qui se passe ici, mais bien au-delà. Je crois que la question dont nous débattons a d'abord des coordonnées internationales et une expression hexagonale dont il faut qu'on discute et qu'on voit comment elle se traduit. Et je crois qu'il y a 2 mots qui reviennent quasi tous les jours dans les discussions comme dans les commentaires de la presse et de l'actualité. C'est le mot inédit et le mot convergence. Je crois que c'est les 2 mots, on parle de mots-clés, je crois, dans les articles, c'est les mots-clés de la situation, c'est inédit et convergence. Et je crois qu'il faut partir de ces 2 mots en disant que l'inédit ne doit pas appartenir qu'à l'histoire hors de nous, mais que peut-être que nous aussi, il serait temps qu'on fasse un peu de l'inédit, et que nous inscrivions notre combat dans une époque qu'il nous faut aborder d'un point de vue résolument ouvert sur l'avenir par rapport à un mouvement révolutionnaire qui a souvent le regard dans le rétroviseur et qui se nourrit de légitimes et riches vieux souvenirs, mais que nous avons beaucoup de mal à actualiser. L'enjeu de la période dans laquelle nous sommes, c'est d'actualiser cet héritage riche pour fonder, développer une stratégie liée à un programme par rapport aux tâches qui sont les nôtres et qu'il faut, je souligne l'aspect, envisager d'un point de vue inédit. Ça veut dire aussi que nous sommes en mesure de rompre avec toute une tradition qu'il y a dans le mouvement trotskiste, en particulier dans ce pays, je ne le juge pas dans d'autres continents, mais je le connais très bien dans ce pays en particulier, qui est de se considérer comme une opposition au stalinisme et aussi à la social-démocratie, existant en opposition. Et on voit aujourd'hui des caricatures de cette politique s'exprimer dans l'idée, puisqu'il y a un large débat à gauche, de refonder, reconstruire, réinventer. Réinventer est le mot-clé mauvais de la situation. Il faut... Voilà, réinventer la gauche, c'était le Big Bang, c'est une explosion le Big Bang, hein, qui a donné certes l'univers, mais il a fallu beaucoup de temps.
Et on voit toute une série de camarades, y compris dans le NPA, incapables de rompre avec cette gauche et de se situer dans une autre perspective que d'exister par rapport à cette gauche, d'être une opposition par rapport à cette gauche, un dépassement de cette gauche. Non. Nous sommes, cette gauche s'est effondrée, il nous faut résolument construire autre chose dans la continuité de notre histoire, c'est-à-dire un parti de classe, sur la base d'une politique d'indépendance de classe. C'est pour ça que je crois que le mot de gauche, il faut un peu l'écarter de notre vocabulaire et parler en termes de classe, de parti des travailleurs. Toute la situation nous y conduit. D'un côté, il y a une offensive des classes réactionnaires bourgeoises, dont le camp aujourd'hui se divise en France entre Le Pen et Macron, on y reviendra. Et puis par rapport à ça, il y a la tâche et la nécessité, c'est le mot convergence, de faire converger les forces des luttes, de rassembler notre camp, rassembler le camp du monde du travail. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de la discussion à partir de la situation actuelle sur laquelle je reviendrai. Pour présenter, avant de voir les suites, je crois qu'on est obligé de faire, effectivement, il y a un point de bilan, de faire un bilan du NPA. J'en profiterai pour parler un petit peu de nous, de moi, et de la tendance que je représente, démocratie révolutionnaire. Et si on revient à l'histoire du NPA, on est obligé de revenir à une date charnière dans l'évolution de la situation politique internationale, qui est 89, la chute du mur, et 92-93, l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire l'effondrement du stalinisme, avec en corollaire l'effondrement, ici du moins, ou dans un certain nombre de pays en Europe, des forces social-démocrates qui prenaient appui sur le stalinisme et qui parasitaient le stalinisme pour influencer la classe ouvrière et accéder au pouvoir, comme l'avait fait en France, par exemple, Mitterrand ou Jospin par la suite. Et cette époque s'est clos dans les années 90, en particulier avec une date charnière qui est 95. Les élections présidentielles en France, où Arlette Laguillet, candidate de lutte ouvrière, organisation dont nous faisions partie à l'époque, fait plus d'1 million de voix, plus de 5% des voix aux élections présidentielles. Et quelques mois plus tard, le mouvement de novembre-décembre 95, une énorme grève des cheminots qui paralyse le pays et qui s'inscrit réellement dans qui ouvre, les deux séquences sont les symptômes d'une nouvelle période, à la fois sur le terrain social et sur le terrain politique, désaveu de la gauche gouvernementale et en même temps irruption des travailleurs sur le terrain social. Et à partir de là, commence à se construire une nouvelle conjoncture dont on voit aujourd'hui le développement. À cette époque, nous pensions pour notre part qu'il fallait construire et appeler à construire un parti des travailleurs, quelque part par là, que LO aurait dû prendre l'initiative qu'a pris le NPA en 2007-2009 de lancer un processus vers un parti des travailleurs par rapport à la demande qui s'est exprimée dans le pays, à la fois sur le plan politique par le désaveu de la gauche institutionnelle, par le vote pour les révolutionnaires, pour Arlette Laguillet, à l'époque où nos camarades de la LCR s'égaraient dans des votes incertains, on dira, très incertains, et l'idée était donc de... aurait dû devrais expliquer pour les jeunes générations qui n'ont pas suivi. La Ligue communiste révolutionnaire appelait à voter pour tous les candidats de la gauche, depuis Voynet, c'était Robert Hue, si ma mémoire est bonne, Arlette aussi, enfin au passage, voilà, mettant à égalité les candidats de la gauche officielle, institutionnelle, et y compris, pas la plus à gauche, comme Voynet, et le vote pour des révolutionnaires, Arlette Laguillet. Donc nous pensions à l'époque, et c'est là-dessus que nous avons rompu avec Lutte ouvrière, qu'il aurait fallu lancer ce processus, et que l'idée que les conditions objectives politiques et sociales pour sortir des groupes d'extrême gauche se construisant par en haut en opposition à la politique des staliniens et de la social-démocratie étaient mûres pour qu'on s'engage réellement dans la construction d'un parti de masse, un petit parti de masse, mais néanmoins un parti de masse réellement lié à une fraction vivante de la classe ouvrière. C'est sur cette base-là que nous avons été exclus et que nous avons rompu avec LO et que nous avons fusionné, à l'époque on s'appelait Voix des travailleurs, nous avons fusionné avec la LCR, puisque nous ne voulions pas, pour notre part, construire une autre organisation.
nous étions pour l'unité des révolutionnaires, nous militions à l'époque pour le parti d'Arlette et d'Alain, et nous étions pour l'unité des révolutionnaires, et nous ne voulions pas construire... Alain Krivine. Oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, on se permet des familiarités des fois. On se permet des familiarités exagérées. On se connaît que depuis quelques années. Et quelques décennies. Et tu m'as troublé. Et donc. Pardon, mais c'est pour la compréhension. Il n'y a pas de problème. Donc nous militions et nous avons impulsé, après que l'extrême gauche ait fait plus de 10% dans le pays en 2002 aux élections présidentielles, dans toute une période où la gauche était déconsidérée, nous avons milité pour que le projet que nous avions d'un parti des travailleurs, la LCR le reprenne. Nous avons gagné et perdu, nous avons abouti à un compromis, le NPA est le compromis entre la partie, la politique de la 4e internationale officielle, des partis dits larges, et la politique que nous défendions d'un parti de classe, un parti des travailleurs indépendants. Le NPA est un compromis entre les deux. Compromis qui nous était quand même défavorable, au sens où l'appareil, le capital politique qui a impulsé l'affaire était plus de la 4e internationale que de Voix des travailleurs, bien évidemment. Et cette ambiguïté a abouti à une rupture, qui a été la rupture avec la gauche anticapitaliste qui a rejoint et qui s'est dissous dans le front de gauche, et la candidature Poutou qui vient de notre courant, de notre histoire. Et à ce moment-là, il y avait une possibilité pour réarmer le NPA dans le sens d'un parti des travailleurs. Malheureusement, pour des raisons que je pense aujourd'hui nous avons besoin de dépasser, qui est les divisions au sein du NPA entre différentes tendances parfois qui ont beaucoup de mal à converger, voire des grandes difficultés. De fait, la tendance parti large à garder l'initiative, et tout à l'heure on évoquait la gauche du parti, Daniela a évoqué la gauche du parti, la tendance bon, bien évidemment, on n'a pas réussi à contrebalancer tout ça, et aujourd'hui le NPA est un front de fait de différentes fractions ou tendances. Pour notre part, nous sommes une tendance, pas une fraction organisée, mais qu'importe, un front depuis la 4e internationale jusqu'au CCR ou d'autres. Et nous sommes confrontés à une situation totalement nouvelle, où à la fois il y a l'inédit et à la fois besoin de convergence. Je reviens sur ces deux mots. D'abord, l'inédit, il est global. Il y a une dimension qu'on n'intègre pas assez dans nos raisonnements, c'est l'inédit de la phase actuelle de développement du capitalisme. Bien évidemment, il n'y a pas une rupture entre l'époque de l'impérialisme et aujourd'hui totale. Les États-Unis restent la première puissance mondiale, la France garde une influence héritée de son empire colonial, etc. Même la Chine garde une influence héritée de ces vieilles histoires d'empire. Mais nous sommes dans un capitalisme financier globalisé qui est radicalement différent du capitalisme de l'époque 1970 ou avant, et qu'il nous faut intégrer ce développement nouveau du capitalisme avec l'impulsion qu'il donne à la fois aux mobilisations sociales et à la fois les limites profondes de ce capitalisme qui non seulement est son stade suprême, mais a dépassé son stade suprême, au point que, pour résumer aujourd'hui, la bourgeoisie, menacée par une crise globale, économique, récession, financière, sans parler de la crise écologique, pratique une fuite en avant où elle ne peut éviter la faillite que par un financement d'endettement généralisé, d'argent facile, taux zéro, on vous file du pognon, même on vous paye pour emprunter. C'est des taux d'intérêt zéro, et où en même temps, pour compenser tout ça, elle n'a pas d'issue qu'une surexploitation constante et aggravée du prolétariat et des peuples à l'échelle internationale. On parle beaucoup de la reprise américaine, mais il y a toute une partie de l'Amérique qui ressemble à un pays sous-développé. Des gens qui ont 2, 3 boulots, une exploitation comme il n'y a jamais eu aux États-Unis. Dans leur voiture. Ah. Ouais, et qui n'ont pas de maison et qui dorment. Voilà. Et c'est ça le capitalisme d'aujourd'hui, et cette fuite en avant qui ne connaîtra pas de répit. Nous ne sommes pas dans une nouvelle crise cyclique, et puis après ça redémarre, yop la boum. Nous sommes
eux-mêmes, ils parlent de stagnation séculaire. Nous sommes dans une période de recul historique du capitalisme sur la base d'un progrès technologique fabuleux. Au point que le parasitisme de ce capitalisme s'exprime dans les taux zéro, mais s'exprime dans le fait que les plus grandes multinationales qui ont les plus grosses concentrations financières sont des sociétés qui ne produisent aucune richesse. Les GAFA, qui parasitent complètement l'ensemble de l'économie et de la population mondiale et qui ont les plus grosses capitalisations boursières, 1000 milliards de dollars. Hein. Alors ça baisse parfois, je ne vous fais pas les cours exacts, à 100 milliards près, parce qu'on ne compte pas à 100 milliards près parmi ces gens-là. Et c'est une économie en pleine régression. Et on le voit dans la situation ici. Bien évidemment, Macron va continuer ses attaques, mais il va les accentuer. Il n'a pas le choix, entre guillemets. Aucun gouvernement qui arriverait ici au pouvoir ou ailleurs, en Italie, regardez la droite extrême et l'extrême droite, n'a d'autre possibilité dans le cadre de ce système que de conduire une offensive en règle contre le monde du travail et d'essayer de lui faire accepter l'offensive qu'il mène. Les vieux partis traditionnels ont échoué, enfin pas dans les attaques, ils ont sacrifié leur crédit. De nouvelles forces politiques émergent, capables d'imposer ces mesures. C'est Macron, et puis en arrière-fond de tout ça, la droite extrême, l'extrême droite, comme on voudra, c'est selon, qui va postuler au pouvoir sur la base de l'effondrement de toutes les forces traditionnelles. Et nous sommes donc dans une situation qui est dominée, premièrement, par cette offensive politique et sociale de la bourgeoisie, qui est une offensive politique, bien évidemment. Le Pen se nourrit de la propagande officielle du pouvoir. C'est une offensive lancée par l'ensemble. La gauche elle-même capitule devant elle-même. Capitule devant tout ça. Et deuxièmement, deuxième fait nouveau dont les Gilets jaunes sont l'expression en particulier, mais la grève des profs aussi, la grève des urgentistes aussi, une rupture avec les vieux appareils effondrés, disqualifiés, dans lesquels plus personne n'a confiance, et l'émergence d'une nouvelle génération militante qui à la fois est extrêmement combative, qui à la fois a rompu avec tous les vieux tabous de l'ordre établi de gauche aussi, mais qui n'a pas réinventé, comme on dirait, le programme révolutionnaire, ou qui n'a pas une conscience de classe nette, qui ne sait pas, qui surgit sur le terrain social et politique, mais qui n'a pas réellement une perspective d'ensemble. Et ce sont ces coordonnées de la situation tant internationale, globale, de la phase actuelle de développement du capitalisme, ce capitalisme des multinationales, si vous voulez, par rapport au capitalisme des monopoles, né du capitalisme des monopoles, enfin, il n'y a aucun côté flatteur dans tout ça, du capitalisme, au contraire. Hein, et il est encore plus destructeur au regard des capacités de production des richesses, il est encore plus destructeur que l'ancien capitalisme, si on peut dire, que le stade antérieur. Donc il y a ces coordonnées mondiales, et ces coordonnées qu'on retrouve ici en Europe et en France, à la fois ruine des vieux appareils, émergence d'une nouvelle génération, qui nous donne à nous des responsabilités énormes. La convergence ne peut pas être une simple proclamation, une simple question de volontarisme, de bonne date pour les luttes. On y va, c'est la grève générale, on est là. Non. Si les Gilets jaunes n'ont pas réussi à trouver l'entente avec une autre fraction de la classe ouvrière, si les hospitaliers qui mènent leur lutte sur le terrain des lieux de travail n'arrivent pas à trouver, ou à chercher même d'ailleurs, même s'ils ont la sympathie, mais c'est une chose la sympathie, une autre sont les liens dans la lutte. Si cette question de la généralisation des luttes, de la convergence est au cœur des discussions, mais semble ne pas déboucher, ça renvoie à des questions de conscience, de niveau de conscience de classe et de programme. Et c'est là où intervient notre rôle à nous, et c'est là où je crois que pour nous aussi, ces 3 minutes pour conclure, que nous aussi, nous avons besoin de réfléchir à cette convergence. Il y a une question de crédibilité de l'extrême gauche. Vous ne pouvez pas appeler à l'unité des autres et être incapable de vous unir entre vous. Il y a un discrédit total
de l'extrême gauche de ce point de vue-là. Quelles que soient nos divergences, et nous avons besoin, parce que ces divergences, elles s'inscrivent dans un socle commun, qui est quand même solide. C'est solide, surtout dans une minorité, dans une société où on est quand même globalement un peu minoritaire, malgré tout, même si on a beaucoup de sympathie. Et qu'on prône l'unité d'action de tout le monde, et qu'on a le socle commun énorme de vouloir transformer la société. Donc je crois que nous sommes devant un défi, notre inédit à nous, étonnons-nous, j'ai envie de dire, hein, étonnons-nous, soyons capables, faisons l'impossible, comme on disait en 68, soyons raisonnables, faisons l'impossible, disait-on dans notre jeunesse folle, et c'est-à-dire, discutons de comment on va d'abord faire converger nos propres forces. Et c'est une question qui renvoie, premièrement, la compréhension de la période historique, inédite, période historique inédite que nous vivons. On peut discuter de tous les liens qu'on voudra avec la période antérieure, je m'en fiche, à une condition, c'est qu'on part du présupposé que c'est inédit et historique. C'est pas un petit détail, c'est pas un petit tournant, c'est une phase nouvelle, sur le plan social et sur le plan politique. Et à partir de là, il nous faut ensemble travailler à élaborer ce dont on parlait hier à la fin de la discussion sur les Gilets jaunes. Il nous faut élaborer une compréhension de la période, des tâches et comment on avance ensemble, non pas dans des rivalités de tendance, mais en se disant ce que font mes camarades du CCR, c'est intéressant. Ce que font mes camarades d'AIR, ce que font mes camarades de la fraction, ce que fait la 4e internationale. Je suis membre officiel de la 4e internationale. Ce que nous, on appelle le secrétariat unifié de... Oui, pardon. J'ai même été longtemps membre de sa direction, même j'y suis plus, depuis l'année qu'on gagne. Bon. Non, mais comme je sais que parfois il y a des... Comment dirais-je? Comment dire ça élégamment? On dirait des divergences. Des divergences qui s'expriment avec plus ou moins de chaleur et de sympathie, ou parfois trop d'enthousiasme, parfois un peu trop d'enthousiasme. Moi j'ai envie qu'on inverse les choses et qu'on ait d'enthousiasme pour rechercher comment on peut rassembler tout ça. Et je conclurai sur une idée, c'est pas une question d'écuménisme et de bonne volonté, c'est une question de programme politique. C'est-à-dire qu'il y a une conception, une compréhension de la période qui englobe ce que les uns et les autres nous cherchons et nous faisons pour essayer de dépasser en étant à la hauteur des tâches que nous impose le mouvement social. Parce que c'est ça la vraie question. C'est être à la hauteur des tâches que nous impose à tous le mouvement social. Excusez-moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Ça va. 44 secondes. Nous, on a souhaité en fait organiser ce débat aujourd'hui parce que nous aussi, en fait, on est persuadés que c'est un problème en fait qui devrait en tout cas se trouver au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire en fait comment, dans une période qui commence de plus en plus à être marquée par en fait une lutte de classe intense, où des nouvelles générations de travailleurs, de jeunes, comme on expliquait hier au plénier des Gilets jaunes, en fait, sont en train d'incarner une nouvelle forme de subjectivité, une détermination, et en même temps, en fait, où il y a énormément de confusion qui exprime un recul dans la conscience qui est tout à fait compréhensible. Ça fait en fait au moins 40 ans qu'il n'y a pas eu de révolution victorieuse. Tout cela, en fait, c'est quelque chose qui laisse beaucoup de traces. On est ici, en fait, dans une salle où la plupart, en fait, des camarades, à part quelques-uns, n'a jamais vu, en fait, une révolution de leurs yeux. Et donc, il y a toute une série, en fait, de repères, de références, de confiance dans la possibilité de construire une situation, une société nouvelle, qui se sont, en fait, beaucoup perdues. Et de ce point de vue-là, il nous semble, en fait, que c'est davantage, en fait, important, d'autant plus important, de discuter, en fait, de comment, dans cette situation actuelle, nous reconstruisons une gauche révolutionnaire, en fait, digne de ce nom, et à commencer, en fait, par le parti dans lequel nous militons, qui est le NPA. Nous avons en même temps, en fait, souhaité tirer, en fait, un bilan et partir, en tout cas, en fait, d'un bilan du NPA,
parce qu'y compris, en fait, ce n'est pas trop la tradition de ce parti de tirer des bilans de sa propre histoire, et ça, c'est un problème. Mais il nous semble qu'il est impossible de penser l'avenir et de penser, en fait, les tâches des révolutionnaires sans tirer de leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. On le fait pour les grèves, on le fait pour les mouvements sociaux, on doit le faire aussi, en fait, pour les organisations politiques que nous construisons. Donc, je vais faire, en fait, une espèce de retour en arrière de 10 ans, sur un peu en fait quels étaient les débats et les réflexions en tout cas en fait autour desquels s'est fondé en fait le nouveau parti anticapitaliste en 2009. Donc Yvan il a fait allusion à la question en fait à la discussion autour des partis larges et aussi en fait un contexte qui était encore très marqué par la chute du mur de Berlin, par en fait l'effondrement de l'Union soviétique et le retour en fait dans le mode de production capitaliste normal d'un tiers en fait du monde, avec un sentiment de défaite extrêmement important, des reculs sociaux extrêmement forts en fait dans tout un tas de pays, l'avancée du néolibéralisme, l'idée qu'on ne pouvait plus en fait lutter pour une société alternative, c'est l'époque de there is no alternative, etc., etc., la fin de l'histoire, et tout ça a beaucoup marqué aussi en fait les raisonnements d'une partie, en tout cas de l'extrême gauche. En France, nous partions d'une situation en fait privilégiée d'un certain point de vue, c'est-à-dire en fait c'est un pays où il y a une tradition révolutionnaire en fait relativement forte. Moi en fait à cette époque-là, moi je militais au Brésil en fait au début des années 2000 par exemple, mais je me souviens toujours en fait d'à quel point j'étais étonné en fait positivement de voir en 2002 que les trotskistes en fait faisaient plus de 10% aux élections en fait, toutes voix confondues entre les trois listes et en particulier les deux principales traditions du mouvement révolutionnaire en fait d'affiliation trotskiste en France, qui était en fait à l'époque la LCR et Lutte ouvrière. Et donc dans le cas de la LCR en fait on partait d'un courant qui avait certes en fait tout un tas de problèmes, mais qui s'inscrivait dans une tradition, y compris qui s'exprimait en fait dans son propre nom, c'est-à-dire en fait un courant qui était communiste révolutionnaire. Nous, quand on a créé notre propre courant, on a fait une allusion explicite à ça, parce que cela nous semblait en tout cas une délimitation stratégique plus claire que de se définir en fait seulement par la négative en tant que parti anticapitaliste. Et donc quand le NPA est né, à partir en fait de ce qu'était l'LCR, la réflexion qui a marqué la fondation du NPA était une réflexion aussi sur une forme de discussion sur l'inédit. On nous disait en fait à l'époque, tout a changé. Il y a en fait une nouvelle période qui s'ouvre après l'effondrement en fait de la chute du mur de Berlin. Nous n'avons aucune idée de comment seront les révolutions du XXIe siècle, donc à quoi bon avoir une stratégie? Il y avait une sorte d'éloge, y compris du fait de construire un parti avec des délimitations stratégiques pour le moins, qu'on puisse dire en fait, inachevées. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque. On nous expliquait en fait qu'on allait construire en fait des nouvelles délimitations stratégiques en marchant. On utilisait pour les Espagnols le poème de Machado pour dire caminante no hay camino, etc., etc., en disant en gros, on verra sur la route quelle est en fait la nouvelle stratégie dont nous allons en fait nous doter. Mais c'était surtout en fait une période où l'impression, en tout cas en fait qui marquait une grande partie de la direction du NPA, c'est qu'il y avait une possibilité, une opportunité de s'élargir énormément. On sortait d'une période en fait qui avait été marquée par toute la campagne pour le non du référendum sur en fait le traité européen en 2005. Ensuite, en fait, par un très bon score électoral en fait d'Olivier Besancenot en 2007, et en fait, il y avait une situation où la LCR a vu une opportunité devant elle d'essayer en fait de s'élargir, de s'ouvrir vers l'extérieur, un peu dans le même sens en fait de ce qui avait été posé comme possibilité pour Lutte ouvrière en 95, et comme expliquait Yvan, Lutte ouvrière en fait n'a pas saisi cette occasion. Donc la discussion avec le projet du NPA, de notre point de vue en tout cas, ce n'est pas une discussion sur s'il fallait fonder le NPA ou pas, ou s'il fallait rester avec l'LCR telle qu'elle était avant. C'est-à-dire en fait dans une situation où il y avait tout un tas, disons en fait, de jeunes générations de militants, de jeunes travailleurs qui se tournaient vers en fait
une organisation qui était l'LCR, avec en fait, une personnalité politique qui avait une énorme popularité, comme c'était Besancenot, c'était même un devoir d'essayer de voir comment on trouvait les moyens d'organiser toute cette nouvelle génération. Donc ça, c'est quelque chose qui était extrêmement positif dans en fait, l'impulsion initiale qui a été celle du NPA. Le problème pour nous, et c'est quelque chose en fait, que depuis le tout début du NPA, nous avons beaucoup insisté, c'est sur quelle base et sur quelle clé, en tout cas, en fait, cette ouverture a été faite. Et de ce point de vue-là, il me semble, en fait, que si on essaye de voir, en fait, quels ont été les principaux points qui ont marqué, en tout cas, en fait, l'idéologie générale, les principes fondateurs sur lesquels, en fait, s'est appuyé le NPA au début, et si on essaye de les analyser à partir d'aujourd'hui, avec un critère qui soit un critère, en fait, inscrit dans la lutte de classe, je pense en fait qu'on peut assez facilement voir quels ont été en fait les problèmes, disons en fait de départ de cette organisation et qui font aujourd'hui en fait que, il faut se le dire entre nous, que globalement en fait ce projet de parti retombe aujourd'hui sur un échec, même s'il y a évidemment en fait des acquis à conserver et on y reviendra. Donc quel est le critère à partir duquel, selon nous en tout cas, on peut mesurer l'échec ou le succès en fait d'une organisation révolutionnaire? On pourrait en fait prendre plein de critères. Si on regarde numériquement, le NPA est passé en fait de 10 000 adhérents à environ en fait 1500 militants aujourd'hui. Donc ça donne, si vous voulez, disons un repère quantitatif. Mais pour nous, cela ne suffit pas. Parce qu'à quoi servent les partis révolutionnaires? Les partis révolutionnaires, ils servent essentiellement, surtout dans des périodes qui ne sont pas révolutionnaires, à préparer des militants, des combattants pour une période où la situation deviendra plus convulsive. Donc la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est comment le NPA et le courant en fait, qu'il a initié, c'est-à-dire le courant issu de l'LCR, a préparé ses militants pour la situation qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes. Pour nous, en fait, c'est ça le critère essentiel, parce que nous ne croyons pas, en fait, nous croyons profondément à la spontanéité des masses. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a montré à quel point en fait, la spontanéité des masses peut être porteuse de en fait, innovation, de radicalité, de détermination. Mais notre objectif, ce n'est pas juste de en fait, organiser des grands mouvements sociaux. Nous voulons gagner. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes montre aussi les limites de la spontanéité. C'est-à-dire, en fait, pour imposer dans la réalité la revendication de Macron d'émission, c'est-à-dire pour faire dégager Macron, il fallait davantage. Il fallait une stratégie, il fallait un programme, il fallait savoir en fait frapper tous ensemble au même moment, etc., etc. Il fallait un projet aussi autour de quoi, par quoi on remplace Macron. Parce que le problème, ce n'est pas juste de dégager Macron, c'est aussi en fait d'avoir derrière un projet émancipateur et une méthode en fait pour l'appliquer, les forces matérielles en fait pour le rendre possible, etc., etc. Et on voit bien en fait que dans la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, on n'en était pas là. Ça se voyait même en fait quand on demandait à Éric Drouet, et si vous passez devant l'Élysée, en fait vous faites quoi? Il dit, on rentre, mais on rentre pour faire quoi? Personne ne le savait. Et eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Donc pour nous, la question essentielle, en fait, pour mesurer en quelque sorte le rôle d'une organisation révolutionnaire, c'est précisément sur en fait, le fait de savoir comment, dans les phases qui précèdent les grandes explosions sociales, on est capable d'accumuler un volume de force, une idéologie, en fait, un programme, une stratégie qui est apprise par rapport en fait, aux expériences du passé, mais aussi d'une analyse marxiste de la situation en fait, actuelle telle qu'elle est, que sans ces outils-là, en général, quand la situation explose, il est déjà beaucoup trop tard pour pouvoir en fait précisément construire un parti qui soit capable de jouer un rôle décisif dans la période. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, où en fait l'extrême gauche a été globalement en fait très en deçà en fait de la situation. Donc si on essaye en fait de regarder un petit peu en arrière la fondation du NPA, et il y avait plusieurs idées en fait qui étaient avancées. La première, qui a été compris, quelque chose qui s'est exprimé autour de la discussion sur du nom du parti, c'est est-ce qu'il fallait que le parti s'affiche comme un parti révolutionnaire ou non? Et il a été une décision consciente de la direction de l'LCR de en fait construire un parti qui se définissait par la négative en tant que parti anticapitaliste qui rejette le système actuel, mais sans définir une stratégie en positif.
et avec tout un discours en fait quand même sur le fond, où on disait en gros, la révolution, ça fait peur aux gens. La révolution, en fait, c'est quelque chose qui donne l'idée, en fait, de bain de sang. Le XXe siècle a été marqué par plein de défaites révolutionnaires. Donc voilà, pour faire large, faisons, en fait, mettons un peu d'eau dans notre vin, en quelque sorte. Il y avait un état d'esprit de ce type-là. Et je pense que si nous regardons aujourd'hui la situation où il y a, en fait, un mouvement des Gilets jaunes qui, avec plein de confusion dans sa tête, crie révolution dans la rue et pensent en fait qu'ils sont en train de faire la révolution. Mais même avant ça, quelques années après la fondation du NPA, le processus, la suite de processus révolutionnaires dans les pays en fait du monde arabe, que ce soit en fait la Tunisie, l'Égypte, etc., on voit bien que même si la situation était nouvelle, l'idée que en fait les révolutions c'était quelque chose du passé ou en fait qui allait se poser à nouveau dans un avenir très lointain et qu'on avait beaucoup de temps pour pouvoir en fait formuler une nouvelle stratégie, etc., c'est avéré en fait une idée radicalement fausse. Et précisément en fait ce qu'on voit, c'est qu'en quelque sorte en fait ce qui a fait un des défauts du NPA, c'est de ne pas avoir su incarner une forme de radicalité révolutionnaire qui soit capable en fait de le différencier suffisamment des autres courants de la gauche en fait qui ont émergé dans cette période. Le NPA a énormément pâti en quelque sorte en fait de l'émergence du front de gauche parce que en fait le front de gauche apparaissait comme une politique unitaire de la gauche et le NPA en fait comme une politique sectaire. Et quand il s'agissait de discuter pourquoi le NPA n'était pas dans le front de gauche, on n'avait pas suffisamment d'arguments, en tout cas la direction du NPA n'avait pas suffisamment d'arguments pour expliquer cela. Parce que si on n'expliquait pas que c'était parce que le front de gauche était une gauche institutionnelle avec un projet de transformation par les urnes et que notre projet était un autre projet, celui de la révolution socialiste et prolétarienne, c'était compliqué de justifier l'existence séparée du NPA. Et ça a été en fait la première grande crise et le premier moment où le NPA a vu partir en fait une partie considérable de ses effectifs, et y compris une partie considérable de sa direction qui a quitté le NPA pour rejoindre le front de gauche. Donc on voit bien en fait que à force de vouloir essayer en fait de brasser largement en fait une gauche qui était en fait pas révolutionnaire et qui était en fait à peine anticapitaliste, était plutôt antilibérale, c'est en fait la LCR qui a fini par perdre une partie de ses militants et de sa direction qui sont partis vers le réformisme, parce que quand on a l'impression qu'il y a le même film qui passe dans deux cinémas, il y a une grande salle et une petite salle, les gens ont tendance en fait à aller dans la grande salle. Donc le NPA avait besoin de raconter son propre film. Il y a cette période-là, nous avons en fait une grande difficulté à le faire. Et cette idée, en fait, qu'il ne s'agissait plus de construire un parti révolutionnaire, mais plutôt en fait un parti large, anticapitaliste, etc., elle se reflétait sur plein de terrains. Elle se reflétait aussi en fait sur le modèle de militantisme. C'est une époque où on a vu une énorme remise en cause du militantisme professionnel, dévoué. On nous expliquait il faut en fait avoir en fait des réunions de comité une fois par mois, ça suffit. Il faut tirer les leçons en fait d'un militantisme un peu affolé qu'on avait dans les années 70. On militait comme des fous. Il ne faut pas faire comme la lutte ouvrière. Il faut que les militants aient leur vie, etc. Bien évidemment, bien entendu, tout le monde en fait pour que les militants en fait aient leur vie personnelle. Mais vous voyez bien qu'en fait il y a une différence entre le fait de construire en fait des militants et un parti avec un état d'esprit en fait de penser que en fait voilà, que c'est un objectif qui mérite en fait des grands efforts, des grands sacrifices, etc. Dans l'esprit des Gilets jaunes, par exemple, en fait, qui sont prêts à perdre un œil pour un mouvement en fait dans lequel ils y croient. Nous, on pense que c'est comme ça aussi en fait qu'on construit des partis, c'est-à-dire en fait, avec beaucoup de détermination et avec un certain esprit, disons en fait, de construction collective et où en fait nos intérêts personnels passent un petit peu en fait plus de côté. Donc il y avait une culture d'un militantisme beaucoup plus laxe et qui très très vite en fait aussi le NPA en a payé parce que les comités en fait ils se sont vidés très très vite. Il n'y a pas de lien organique profond, les réunions une fois par mois, les seules activités de certains comités c'était coller des affiches, faire un peu de campagne électorale, pas beaucoup d'intervention dans la lutte de classe. C'est aussi en fait dans le cadre de ce processus que le NPA subit très très vite en fait un recul important. Et on peut continuer. Donc militantisme laxe, pas très déterminé, pas trop parler de révolution. Ensuite sur les directions syndicales, pareil.
fallait pas trop en fait dire que les directions syndicales jouaient un rôle négatif. Si vous regardez les bilans, que ce soit du NPA ou de lutte ouvrière, de la lutte contre la réforme de retraite de 2010, vous allez voir en fait comment l'extrême gauche a été totalement silencieuse sur le rôle absolument traître des directions syndicales à ce moment-là. C'est une lutte en fait qui a duré plusieurs semaines où on a touché à un moment donné les prémices d'une grève générale en France et où les directions syndicales ont désamorcé consciemment le mouvement en fait vers sa fin en fait au mois de novembre, et en fait ni le NPA ni en fait lutte ouvrière n'ont jamais tiré le moindre bilan et mis en fait une forte critique de la politique des directions syndicales. Sur le terrain de la gauche, c'était la même chose. L'esprit de l'union de la gauche, il a toujours en fait hanté le NPA. Donc c'était en fait les initiatives unitaires, les rencontres unitaires, et en fait très peu de différenciation vis-à-vis d'une gauche institutionnelle que l'on voit aujourd'hui à quel point en fait elle n'est pas en phase avec la radicalité qui émerge dans la lutte de classe. Donc en quelque sorte, nous, si on ne se différenciait pas assez, on finit en quelque sorte par être vu comme une partie de cette gauche qui aujourd'hui a fait faillite, comme expliquait Yvan. Si on veut en fait dire un dernier élément, l'idée qu'on pouvait construire un parti sans stratégie a en fait créé, parce que la politique a horreur du vide, c'est-à-dire elle a créé un parti avec plusieurs stratégies à l'intérieur. Il n'y a pas un parti où il n'y a pas de stratégie. La stratégie, c'est en fait ce qui guide un parti. Le parti a un outil au service d'une stratégie. Et donc si en fait on définit un parti sans stratégie, le cours naturel des choses amène à ce que disait Yvan, c'est-à-dire en fait à ce que le parti cesse d'être un parti et devienne un front de courants qui portent chacun en fait leur propre stratégie dans la réalité. Et si on regarde en fait l'ensemble de ces éléments et ensuite on regarde l'intervention du NPA dans le mouvement des Gilets jaunes, on comprend beaucoup de choses. Le NPA a été incapable, les camarades, d'avoir une politique de parti, d'abord et avant tout. Il y a eu un énorme retard en fait à l'allumage déjà, parce que l'interprétation même de ce qui était le mouvement des Gilets jaunes a fait beaucoup de remous en fait en intérieur du NPA, tout à fait. Non, mais toute la gauche en fait à mon avis, d'une certaine façon, c'était un phénomène nouveau qui nous a tous surpris. Mais disons en fait que certains ont eu plus de retard que d'autres. Certains en fait étaient déjà dès le 24 novembre et certains ont attendu en fait jusqu'en janvier et sans avoir en fait y compris de politique en propre. Parce que faire un cortège dans les manifestations des Gilets jaunes en soi, c'est peu de politique quoi. Nous avons modestement tenté un certain nombre de choses. Hier, on a parlé en fait du pôle Saint-Lazare, la politique à l'intérieur de la CGT, etc., etc. L'UNPA a eu beaucoup de difficultés à avoir en fait une politique à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Et cela, c'est quelque chose en fait qui... je vais juste mettre un petit peu d'eau. C'est quelque chose en fait qui n'est pas, dans ce cas précis, en fait, l'apanage du NPA. Je pense en fait que nous sommes obligés de constater une faillite importante de l'extrême gauche dans son ensemble par rapport en fait au mouvement des Gilets jaunes et à sa capacité d'y intervenir et de faire des apports à la classe. Parce que c'est par ça aussi qui doit se mesurer en fait un parti politique qui se veut révolutionnaire. Quels sont les apports politiques que nous pouvons faire à des secteurs de notre classe qui sont en train de se battre, de se radicaliser, même si ce n'est pas en fait avec le niveau de conscience de classe que nous on souhaiterait, etc., etc. Et là-dessus, nous pensons en fait que la politique du NPA, en fait voilà, ou l'absence de politique réellement en fait existante du NPA, et de l'autre côté la politique de lutte ouvrière, qui était de garder soigneusement en fait un rapport de extériorité au mouvement en fait des Gilets jaunes. Si ça intéresse les camarades, en fait, il y a la vidéo du débat avec les camarades de lutte ouvrière à leur dernière fête où on rentre beaucoup dans cette discussion avec eux, mais leur discours en fait de dire nous ne sommes pas des Gilets jaunes, nous sommes en fait communistes révolutionnaires, comme s'il y avait en fait une opposition entre les deux, c'est-à-dire en fait comme si la stratégie que l'on porte pouvait s'opposer à un mouvement réel dans lequel on doit intervenir parce que c'est des secteurs de notre classe qui sont en mouvement et en fait les communistes ils sont là où la classe en fait est en mouvement. Cette politique-là en fait elle a en quelque sorte
était en fait aussi une manifestation importante d'échec, y compris qui est en train de créer pas mal de crises à l'intérieur de lutte ouvrière, même en ce moment. Nous-mêmes, on a en fait des échos de ça, parce qu'il y a en fait une partie de leur propre milieu qui sont en fait des prolos, qui côtoient les gilets jaunes, qui trouvent incompréhensible qu'ils aient gardé en fait cette forme d'extériorité. Je ne sais pas si les camarades en fait ont lu, mais c'est très intéressant. Il y a un article du Figaro qui est sorti sur la fête de lutte ouvrière, où ils reprennent des témoignages en fait des gilets jaunes qui étaient à la fête de lutte ouvrière, et ils disent des choses en fait à lutte ouvrière qui doivent être dures à entendre, mais qui sont en fait très parlantes. Ils disent, c'est des gens qui ça fait en fait 40 ans qu'ils disent qu'ils veulent faire la révolution, et le jour où on est là en train de faire la révolution, en fait ils sont pas d'accord. Et ils disent en fait que c'est pas bon ce qu'on fait, et ils restent à l'extérieur. Bien évidemment en fait que les gilets jaunes ne sont pas encore en train de faire la révolution, mais il y a une part de vérité dans ce que ces gens-là en fait sont en train de dire. C'est-à-dire en fait, c'est comme si il y avait des révolutionnaires qui s'attendaient à ce que la révolution, le retour en tout cas de la possibilité de la révolution, se fasse de façon en fait pure chimiquement, et tout d'un coup il va y avoir à nouveau les prolétaires de Pétrograd qui vont marcher bien rangés pour en fait aller prendre le palais d'hiver. Et la révolution ne va pas se passer comme ça. Et si on reste assis à attendre en fait que la révolution se passe comme ça, la révolution va passer en fait surtout à côté de nous. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment en fait on est capable de réarmer l'extrême gauche à partir des leçons à la fois de la lutte de classe, mais aussi des échecs en termes de construction de partis, pour pouvoir se mettre à la hauteur de faire des réels apports en termes de stratégie, de programme et de projets émancipateurs à un mouvement qui est en train en fait de se radicaliser et qui va continuer de se politiser et de se radicaliser. Qu'est-ce que ça veut dire projet émancipateur? C'est-à-dire en fait un projet de société nouvelle débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Sinon, on n'arrive pas à faire en sorte que les gens en fait, qui se battent soient porteurs d'un nouveau projet de société. Le risque, en fait, c'est soit qu'ils retombent en fait, dans des utopies sur un capitalisme régulé, etc., dans le sens de ce qu'expliquait Juan hier, soit qu'ils tombent dans des projets radicaux, mais en fait, qui sont des projets radicaux de droite, fascisants, etc. Nous avons le devoir de en fait, réhabiliter un projet d'émancipation, un projet communiste, mais aussi les moyens d'y arriver, c'est-à-dire en fait, l'idée de la révolution, que la révolution c'est possible, et qui pour ça en fait, les révolutionnaires ont besoin non seulement en fait, de montrer leur capacité à écrire des bons textes, etc., mais aussi en fait, dans la réalité de la lutte de classe, faire leurs preuves à côté de ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, à côté des gilets jaunes, mais en apportant en fait, non seulement, y compris, ça c'est un désaccord que nous avons en fait avec des camarades qui pourront intervenir, le camarade qui est intervenu hier en fait dans le débat sur les gilets jaunes, n'apportant pas seulement un mode d'emploi de coordination, mais aussi en fait des discussions de programme et de stratégie. Parce que le problème des gilets jaunes, ce n'est pas juste qu'ils n'étaient pas suffisamment coordonnés. Il y a des discussions de fond, il y a des discussions sur le RIC, il y a des discussions en fait sur le fait de s'attaquer ou non au patronat, il y a des discussions en fait sur les questions de rapport de classe, etc., etc. Donc en fait, moi j'ai débordé mon temps, moi je vais conclure, mais il nous semble que la discussion sur la construction de partis aujourd'hui, elle doit en fait se prendre sous cet angle-là, et en tout cas en fait nous, à l'intérieur du NPA, nous essayons de faire en sorte, parce qu'il y a une chose importante aussi à comprendre, c'est que si, je vais conclure, Yvan, t'inquiète, que si, et je te donnerai en fait ton rap de temps après si tu veux. En fait, ce sur quoi je veux insister, c'est que si dans la situation actuelle, en fait, il n'y a pas de récomposition d'une extrême gauche, en fait, porteuse de, en fait, tous ces éléments-là de stratégie, de programme, etc., ce sera en fait très probablement des catastrophes qui vont s'annoncer pour notre classe. Parce que si les révolutions en fait, se faisaient de façon spontanée, etc., ça se saurait. Si les victoires étaient faciles comme ça à conquérir, ça se saurait. Donc la victoire, c'est quelque chose qui se prépare, et ça, c'est le rôle des militants révolutionnaires, et c'est la tâche de ceux en fait, qui cherchent à construire des partis révolutionnaires. Et en même temps, nous considérons que le NPA est un acquis très important.
et qu'il faut en fait lutter pour le préserver contre des secteurs en fait du parti lui-même qui pensent qu'il faudrait lancer des nouvelles politiques d'union de la gauche ou en fait de nouvelles représentations politiques des exploités, encore une fois dépourvues de stratégie et de délimitation de classe. Notre projet, c'est au contraire en fait de refonder le NPA et nous cherchons en fait à converger avec d'autres camarades qui partagent cette perspective-là, de refonder le NPA sur des bases qui soient à la fois des bases de classe, c'est-à-dire en fait d'un parti de travailleurs, mais aussi d'un parti en fait qui est une stratégie révolutionnaire clair, affiché et qui incarne en fait de façon aussi décomplexée que l'extrême droite son projet en fait de révolution, et c'est ça qui pourra réellement dialoguer avec la politisation radicale qui est en cours dans le mouvement des Gilets jaunes. Désolé les camarades. On va essayer en fait de faire une conclusion qui est forcément en fait une conclusion provisoire, mais moi je voudrais commencer par répondre en fait à quelques arguments en fait qui ont émané dans la discussion. Le premier, c'est en fait le rejet tout à fait compréhensible qu'il peut y avoir en fait chez certains camarades de ce qu'on peut appeler en fait les guéguerres entre les tendances. Donc moi je voudrais juste en fait donner ma vision en tout cas sur ça. Je pense en fait que le problème ce n'est pas qu'il y ait en fait des débats et des discussions internes, au contraire en fait. Dans l'ONPA, il manque davantage de discussions et c'est précisément en fait l'absence de débat, en quelque sorte de débat réel, de confrontation à partir en fait d'expériences dans la pratique, qui parfois donne l'impression en fait qu'il y a des luttes entre des micro-appareils en fait qui est un peu déconnecté d'enjeux politiques réels. Mais l'histoire du mouvement révolutionnaire, elle a toujours été faite en fait de luttes de tendance et où en fait dans la pratique et à la fois dans la discussion, on essaye mutuellement en fait de convaincre, se laisser convaincre, et c'est comme ça en fait souvent qu'on avance dans la définition d'une stratégie en fait révolutionnaire plus juste. Donc et en quelque sorte c'est par ces processus-là qui se construisent les partis révolutionnaires. Lénine, en fait, qui donne le nom à cette salle, disait que l'histoire en fait du parti bolchevique était l'histoire de ses tendances et de ses fractions, et qu'en quelque sorte en fait les évolutions de en fait ce parti se faisaient par des débats, par des changements de majorité où Lénine se retrouvait en fait en minorité, il était obligé en fait de convaincre les cadres du parti, etc., etc. Ça c'est la première idée. Et la deuxième idée à laquelle en fait je voudrais rebondir, c'est que cette idée que le jour où il y aura un parti révolutionnaire déjà tout prêt, etc., je serai avec vous, mais dans la phase préalable en fait à toutes ces guéguerres, c'est un peu chiant. Je l'entends, mais je ne la partage pas parce qu'on a besoin de vous pour les phases chiantes aussi. Le jour où on aura déjà un parti très constitué, etc., homogène et tout ça, en quelque sorte les choses seront plus simples. Les tâches des révolutionnaires sont en grande partie des tâches préparatoires, et c'est là-dedans aussi en fait qu'on se forge, qu'on apprend, qu'on en fait se confronte. Il n'y a pas de meilleur en fait entraînement, y compris pour la lutte de classe, que la lutte politique. C'est des choses en fait qui font avec, qui font ensemble, et que je pense en fait que ce serait erroné de le séparer, y compris en fait, je vais après y rebondir en fait dans le même sens par rapport à l'intervention des camarades de l'Étincelle. Je pense que les camarades font une opposition en quelque sorte en fait entre les batailles politiques qui peuvent exister à l'intérieur de l'extrême gauche, le débat en fait entre les différents courants, et l'intervention de la lutte de classe. Et moi je pense que c'est totalement faux d'opposer les deux. Je pense qu'on peut tout à fait dans la vie intervenir dans la lutte de classe tout en menant en fait des batailles politiques dans le parti et en essayant de faire en sorte y compris que les deux dialoguent, parce que notre bataille politique, c'est une bataille politique pour que le NPA soit en fait le parti le plus utile possible dans la lutte de classe. Parce qu'on peut se contenter chacun en fait de sa propre politique. Mais les camarades, la réalité, c'est qu'on est tous en fait des tout petits courants. Quelques-uns en fait un peu plus grands que les autres, mais 150, 130, 110, tout ça à l'égard de nos objectifs, de nos devoirs en tant que révolutionnaires, est totalement ridicule, est totalement anodin. Et je pense en fait qu'il y a problème à considérer que ça, dans une situation qui est en train de s'accélérer, où il commence à y avoir de la radicalisation, de fractions de masse, de la politisation, que ça, ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas urgence à faire tout ce qui est à notre portée aujourd'hui pour construire les organisations révolutionnaires les plus puissantes possibles. Et c'est à partir de là que moi je veux entamer un dialogue avec les camarades de l'Étincelle. Parce que vous, les camarades, que vous vouliez ou non, vous avez une responsabilité. Et vous avez une responsabilité dans l'ONPA aujourd'hui. Parmi toutes les petites fractions de la gauche du parti, vous êtes la moins petite aujourd'hui. Et si vous, en fait, parce que c'est un peu simple de dire on ne s'entend pas.
comme il nous expliquera. Oui, en général, si on ne veut pas s'entendre, on ne va jamais s'entendre. Mais on voit bien aussi, et vous êtes en fait, à mon avis, obligé de le dire, qu'il y a un certain nombre de points de contact entre en fait nos courants. La défense en fait de l'idée qu'il faut un parti qui soit à la fois communiste et révolutionnaire, qui soit réellement implanté dans la classe. Contrairement à ce qu'a laissé entendre Thomas hier, nous n'avons jamais théorisé qu'il fallait intervenir de l'extérieur en fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes intervenus à mon avis tout aussi de l'intérieur que vous, même si pas avec la même politique. Et en fait, il y a aussi aujourd'hui un enjeu dans le parti que nous partageons, c'est d'essayer d'éviter que la politique du parti soit la politique qui est aujourd'hui en fait prônée contre la décision du CPN par ses porte-paroles, c'est-à-dire en fait être l'aile gauche du Big Bang. C'est-à-dire en fait abandonner de plus en plus le discours autour de la nécessité de la construction d'un parti indépendant et révolutionnaire au profit d'une illusion de la gauche, avec une gauche institutionnelle qui est morte pour la révolution et qui est morte pour le mouvement de masse qui est en train de se radicaliser. Donc il me semble que nous tous, en tant que révolutionnaires et chacun à son échelle, avons un devoir, en quelque sorte, en fait, de chercher le plus possible, en tout cas, à s'entendre. On ne s'entendra pas sur tout, mais si nous nous entendons déjà sur en fait une politique ou des éléments d'une politique alternative à la politique de la direction actuelle du NPA qui mène à la liquidation d'un parti d'extrême gauche, et les camarades, ce n'est pas anodin. Vous pouvez en fait après le débat demander à des camarades par exemple de l'État espagnol comment c'est moins drôle de militer dans des partis où l'extrême gauche n'existe quasiment pas et que la gauche c'est Podemos. Il y a des acquis à conserver d'une gauche révolutionnaire, une tradition de la gauche révolutionnaire en France. Et ça, c'est en fait quelque chose qui, avec tous les désaccords que nous avons, justifie pour nous de militer en fait en tant que tendance à l'intérieur du NPA ou de fraction publique et d'essayer, parce que voilà, nous, en quelque sorte, un dernier élément en fait pour essayer de finir la conclusion, l'idée qu'il faudrait une dédiabolisation en fait de l'extrême gauche. Moi, je n'aime pas ce terme. Parce qu'en fait, notre problème, c'est pas en fait de montrer que nous, on est des gens bien, sages, acceptables, etc. Au contraire, je pense que l'extrême gauche, elle met beaucoup trop d'eau dans son vin. Et qu'on devrait en fait être plus radical, plus décomplexé, plus affiché en fait que nous voulons tout renverser, que nous voulons en fait faire la révolution, que nous voulons changer tous les rapports de production, changer la vie, changer les rapports entre les gens. Et que c'est ça qui peut en fait proposer un projet crédible, une utopie réaliste, si vous voulez en fait, pour reprendre le terme, même si là aussi en fait, nous on ne parle pas trop d'utopie, mais plutôt en fait d'un projet émancipateur, parce qu'on pense qu'il est non seulement réaliste, mais il est indispensable et nécessaire pour sauver la planète et l'humanité. Et donc si nous en fait on essaye d'incarner ça réellement, ce n'est pas une dédiabolisation, mais par contre, oui, une chose dont il y a besoin, c'est une forme en fait de mise à jour de l'extrême gauche. Une mise à jour qui est à la fois stratégique, programmatique, parce que le monde a un peu changé depuis 1917, et on est d'accord là-dessus, mais aussi une mise à jour sur notre façon, en fait, de présenter les choses, de nous présenter nous-mêmes. Si, en quelque sorte, ce qu'on essaye de faire avec Révolution Permanente, et on est très fiers, on dit, en fait, qu'on essaye de faire du léninisme 2.0, parce que Lénine et le journal, en fait, pour toute la Russie, c'était un projet ultra ambitieux à son époque, et c'était en fait un projet extrêmement moderne. Et aujourd'hui, en fait, se contenter d'utiliser les mêmes supports qu'il y a en fait il y a 100 ans et de ne pas se doter de moyens pour dialoguer avec 2 millions de personnes, avec des gilets jaunes, y compris en faisant la démonstration que révolution ou révolution permanente, y compris, c'est un terme totalement trotskiste, ne fait peur à personne. Je pense en fait qu'on essaye, en tout cas en fait, de montrer une tendance. Mais après, les gars, voilà, en fait, on n'a pas d'illusion qu'en fait, on va faire la révolution avec des clics Facebook, en fait, ou des visualisations d'articles sur notre site internet. Révolution permanente est en fait quelque chose qui essaye de montrer une voie, mais on aurait besoin en fait d'un parti, un réel parti politique qui organise non pas les masses, parce que les masses elles ne s'organisent que en fait dans les moments de révolution. Donc le parti de masse, pour moi c'est un mythe. Ce que nous on cherche à faire, c'est un véritable parti d'avant-garde avec des milliers, voire des dizaines de milliers de militants révolutionnaires qui soient capables, dans des moments chauds de la lutte de classe, comme c'est par exemple en fait le mouvement des Gilets jaunes, mais surtout des mouvements révolutionnaires beaucoup plus puissants et beaucoup plus aboutis qui auront lieu, de jouer un véritable rôle. Et ça c'est quelque chose qui ni nous ni vous vont nous vanter de faire, et donc on aurait intérêt en tout cas en fait à être un peu plus ouvert à discuter et à apprendre les uns des autres, c'est tout.
pour rebondir sur les derniers mots, les deux dernières idées développées par Daniela, je crois que la perspective de construire un parti de masse nous est commune. C'est un point et révolutionnaire, c'est un point et de classe, c'est un point important, je crois, qui aux yeux d'ailleurs de beaucoup de monde justifierait qu'on avance ensemble. Deuxièmement, je suis en désaccord avec l'emploi de ce mot dédiabolisation qui a un contenu politique bien précis. Premièrement, je suis en désaccord total à tout ce qui consiste à faire des parallèles entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je crois que c'est une erreur et une bêtise. Deuxièmement, la dédiabolisation, c'est pour des gens qui veulent accéder au pouvoir de la bourgeoisie, qui doivent être acceptés par la bourgeoisie. Et je pense que de ce point de vue-là, notre problème n'est vraiment pas là. Donc, vive le diable, si je puis dire, et sa grand-mère, puisque je suis trotskiste. Autre idée aussi, je crois que ceux qui cherchent la simplicité, je ne sais pas si quand on sera un grand parti, ce sera très simple, les camarades. Je pense que ça deviendra même beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. On ne pourra pas s'enthousiasmer sur des choses qui sont, comme le disait Daniela, toutes petites et qui ne méritent pas tant d'enthousiasme ou d'autosatisfaction, c'est-à-dire de bluff. Je pense qu'il faut éviter le bluff entre nous, voir les rapports de force tels qu'ils sont et pas s'autosatisfaire d'une réalité qui, au regard de nos tâches et de la période justement que nous connaissons, regardez les manifestations d'hier en Algérie, nous donne quand même un sentiment de profonde insatisfaction. Et il est de la tradition dans les chapelles, comme disaient certains camarades, de s'auto-satisfaire pour se justifier d'être dans cette chapelle. C'est une façon d'être, je crois, qui n'est pas juste. Il faut s'interroger, se poser des questions et chercher les termes de la discussion avec les autres, ce qui n'empêche pas, quand on ne peut pas aller plus loin, d'exister fraternellement, séparément. C'est la vie. Mais néanmoins, il y a deux démarches possibles. La démarche de se construire et d'une certaine façon de croire que quelque part par là, on est le pivot de quelque chose d'historique, ou de se dire que peut-être on participe d'un mouvement dans lequel les uns et les autres on a différentes appréciations, mais de se considérer comme fraction d'un même mouvement. Pour ma part, je suis effectivement membre de la 4e internationale. Pourquoi ? J'ai milité pendant plusieurs décennies sans en être membre. Quand nous avons fusionné avec la LCR, nous sommes devenus membres de la 4e internationale parce qu'y compris moralement et politiquement, toutes les années précédentes, pour ma part, par exemple, pendant lesquelles j'ai milité à la lutte ouvrière, je me sentais moralement, historiquement, politiquement, subjectivement, et tout ce que vous voulez, membre du mouvement global qui était la 4e internationale, inclus ces différentes tendances, et avec plus ou moins de... Les 4e internationales. Avec les 4e internationales, mais avec des rapports privilégiés avec la section française de la 4e internationale, toute la bataille unitaire entre... moi, je suis venu à la politique sur la base de l'unité des gauchistes, sur l'unité avec la LCR, et c'est mon lait nourricier, quelque part par là, indépendamment de savoir si on a des psychologies plus ou moins sectaires. Pour ma part, c'est pas le cas, et en plus, je suis né de ce lait nourricier de l'unité des révolutionnaires et de l'unité des gauchistes au lendemain de 68. Donc c'est ma fibre politique, si je peux dire, ça, et unité travailleurs, étudiants, lutte de classe, etc. Bon, donc, et tout naturellement, on s'est retrouvé quand on a intégré la 4, membre de la LCR, quand on a fusionné avec la LCR, on s'est retrouvé membre de la 4. J'ai même eu l'honneur d'être sollicité pour participer à sa direction, ce que j'ai fait, dans un esprit à la fois participatif et critique, jusqu'au moment où ça fait partie du débat que nous avons, l'évolution au sein de la 4e internationale elle-même, aggravant la politique des partis larges, en la renouvelant dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec le moment où cette conception politique avait été fondée, c'est-à-dire la fin de l'URSS, etc. Et à ce moment-là, nous étions en désaccord et je ne suis plus membre de cette direction, même critique. Le fait de payer ma cotisation à la 4e internationale est relativement symbolique, mais néanmoins. Un geste internationalisme, parce que je pense que, quelles que soient les faiblesses, et là on en arrive au bilan, quelles que soient les faiblesses de la 4e internationale, elle existe. Et c'est énorme.
Votre courant international existe, et c'est énorme, même si on regrette que... Et le bilan du NPA, je partage toutes sortes de critiques qui ont été faites, etc. Mais il faut relativiser les critiques au sens de l'utilité et des bilans. Il est tellement facile que les gens qui sont minoritaires et faibles sont minoritaires et faibles, donc pas d'eau, pour s'épargner de trop, sans faire la morale, ce genre de raisonnement et d'attitude politique. Je pense que le NPA était très utile au CCR. La fraction aussi, nous aussi. Et je pense qu'il y a un bilan dans le NPA très important, dans le contexte actuel, qui était la rupture avec l'existence séparée de groupes qui s'autoproclament, avec un enthousiasme illimité qui rejoint un peu un certain problème, comment dirais-je. Nous, on n'a pas voulu fonder une nouvelle organisation quand on a été viré de LO, parce qu'on s'est dit, ça peut se croire pour le noyau qui va porter le futur parti. Je ne suis pas sûr qu'intellectuellement et politiquement ce soit très efficace. J'ai plutôt tendance à penser même l'inverse, vu en plus tous les tableaux que nous donne l'extrême gauche de par le monde. Bon, donc je pense qu'il faut garder la juste lucidité sur soi-même et ce qu'on est. C'est pas un terme de morale, c'est un terme politique, et garder la vérité sur les rapports de force. Et de ce point de vue-là, le NPA représente un acquis. Daniel l'a dit, et un acquis par rapport à l'ensemble de l'extrême gauche, quelles que soient les critiques. Je les partage tous, je pourrais les doubler si vous voulez de mon expérience interne. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt si ça ne permet pas d'avancer. Si la critique n'est pas la base d'un pas en avant. Parce que c'est ça la question. C'est à quoi sert la critique? À avancer ou à dire du mal de et tous les trucs et les machins qui alimentent la vie intellectuelle de beaucoup de monde au NPA. Vie intellectuelle. Avec tous les guillemets que vous voulez. Donc, voilà. Ce n'est plus l'Elser de Ben Saïd. Bon, donc, voilà. Alors après, les discussions sur à la fois les Gilets jaunes et la suite. Sur les Gilets jaunes, on a un désaccord, Christine l'a un peu illustré, c'est que la question qui se posait par rapport au mouvement des Gilets jaunes n'était pas que les Gilets jaunes, mais était une politique vis-à-vis de l'ensemble du mouvement ouvrier. Il se trouve que les camarades font la théorie de nos faiblesses collectives. C'est-à-dire que nous n'avions pas la force d'eux. Alors oui, les Gilets jaunes. Des camarades, y compris, qui s'étaient quand même très nettement trompés au départ du mouvement des Gilets jaunes. Très nettement trompés. Bon, donc, voilà, c'est juste pour apprendre la modération et dans les enthousiasmes et dans les critiques. Donc, ayons une vision globale des choses, essayons de nous construire ensemble une vision globale des choses. Et de ce point de vue-là, le problème que posait au mouvement révolutionnaire le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'impossible rapprochement entre une large fraction de la classe ouvrière et le mouvement des Gilets jaunes, puis que ce mouvement des Gilets jaunes était quand même marqué par l'idéologie des temps d'aujourd'hui. Vous ne pouviez pas voir une manifestation sans Marseillaise, sans drapeau bleu, blanc, rouge et tout le Saint-Frusquin. Bon, ça n'empêche pas le contenu de classe du mouvement des Gilets jaunes. Ça n'empêche pas l'aspect révolutionnaire et subversif des Gilets jaunes. Mais il ne faut pas réécrire et peindre en rouge la réalité politique de ce mouvement. Sinon, on se bluffe. Et après avoir dit que c'était un mouvement qui allait être à l'extrême droite, maintenant en faire le fer de lance de la révolution. Je pense qu'il faut savoir garder un raisonnement global en fonction d'une compréhension globale de la période et que, même si cette compréhension globale de la période n'apparaît pas comme des perspectives, etc., c'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord de comprendre ce qui se passe et de comprendre comment tout ça se reproduit, non seulement dans les Gilets jaunes. Tu me dis, je ne veux pas être 10 fois plus long. Non, je te laisse. Non, mais au cas où, je suis capable d'être pire que toi. Mais je plaisante. Mais voilà, il faut que nous ayons cette vision globale des choses. Et ça renvoie au NPA. Comment nous arriverons à dépasser le stade actuel du NPA? Mais pas que du NPA. Moi, j'ai milité des années dans lutte ouvrière, je n'ignore ni rien, vois l'évolution de mon ancienne organisation, mais vois ce qu'elle représente comme poids politique dans le pays, par rapport y compris au NPA. Et donc, notre politique, c'est pas uniquement le NPA,
Nous sommes des militants de l'ensemble du mouvement révolutionnaire dans toutes ses tendances. Et je pense qu'on ne pourra pas construire un pays, un parti, un tant soit peu significatif dans ce pays, sans LO, bien évidemment. Et sans les militants de LO, bien évidemment. Leur fait est une démonstration quand même d'une certaine capacité organisationnelle, militante, etc. Alors on peut être enthousiaste pour bien de choses, mais moi je suis heureux de la fête de l'Outurière, je suis heureux d'y être allé, d'avoir vu un certain nombre de camarades avec des relations diverses et combinées. Bon, mais néanmoins, et c'est par rapport à tout ça qu'il faut raisonner, les camarades. Si nous voulons construire un parti, et oui, alors c'est un peu compliqué, c'est pas... Voilà, et on ne résoudra pas ça simplement par notre bonne volonté militante de nous implanter dans l'entreprise. Oui, il faut le faire, mais nous ne résoudrons pas ce problème si nous n'apportons pas de réponse et de compréhension globale à une période historique inédite. Et s'il n'y a pas par rapport à ça, un apport politique, théorique, pourquoi pas? Ça fait peur le monde, mais non. Il y a différents niveaux de théorie. On a écrit un livre sur les Gilets jaunes. Bon, voilà, il faut aborder les problèmes à leur niveau, et je crois que nous avons, de ce point de vue-là, voilà. Moi, et si j'ai accepté personnellement de participer avec plaisir au débat auquel m'invitaient mes camarades du CCR, c'est justement, y compris pour combattre l'esprit de Chapelle. Voilà, parce que je ne suis pas membre d'une chapelle, je ne l'ai jamais été, je suis prêt à toutes les discussions, nous sommes prêts à toutes les discussions, et je crois que nous avons besoin de ça. Je crois que et mener la bataille, et ce sera mon mot de conclusion, mener la bataille au sein du NPA, c'est mener la bataille qu'on mène tous les jours. Ou alors, on fait de l'entrisme. Attaqué par une mouche, désolé. Mais... Non mais j'ai bien vu que le mot irritait Daniela. Mais je ne chercherai pas d'explication. Mais j'en ai une, mais elle serait mal comprise. Je pense que si je la disais ici. Mais c'est toi qui m'as envoyé la mouche. mais je suis pas mouche téléguidée. Entre révolutionnaires, je ne pense pas qu'on fasse de l'entrisme dans l'organisation révolutionnaire. Et de ce point de vue-là, le NPA, petite parenthèse pour rectifier les choses, se disait pour la révolution quand même. Faut pas quand même jeter tout dans les principes fondateurs que les camarades ne les aient pas votés. On était pour la transformation révolutionnaire de la société. Ben oui, c'est la révolution. Alors on peut le dire plus court, on peut le dire plus long, mais la transformation révolutionnaire de la société, c'est la transformation révolutionnaire de la société. On peut répéter 3 fois le mot révolution, ça ne vous rend pas plus révolutionnaire. Je suis désolé les camarades, c'est pas un problème de mots. C'est un problème de contenu. C'est un problème de contenu, de ce point de vue-là. Le NPA se situait dans une perspective clairement révolutionnaire. Relisez les principes fondateurs, si vous voulez, même si il y avait des tas de problèmes qu'il fallait continuer à débattre, si nous les débattons, mais il y a les vrais débats et les caricatures. Les caricatures ne servent à rien. Et donc, je pense qu'il nous faut à la fois mener notre travail quotidien d'intervention des entreprises, de formuler une politique pour l'ensemble des luttes, pour voir comment on répond à l'ensemble des situations, et défendre cette politique dans le NPA. Ça, j'ai vu ça pour mes camarades d'étincelle. C'est pas plus compliqué. Et peut-être d'ailleurs qu'on continuera, et j'espère qu'on va continuer à le faire ensemble, mieux que ces dernières mois. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas formaliser les choses. On pense une politique, on la met en œuvre dans la pratique quotidienne, et on la défend publiquement dans le NPA, bien évidemment. C'est inséparable l'un de l'autre, et comme nous cherchons y compris des alliés dans la vie quotidienne, nous cherchons des alliés dans le NPA, nous cherchons à débattre fraternellement et avec enthousiasme dans les universités des uns, des autres, au HL du NPA, etc. Et à partir de là, nous engageons un processus, oui, qui se fixe l'idée de dépasser le stade actuel de NPA et de l'ensemble de l'extrême gauche. Ça conditionne nos discussions. Ça ne veut pas dire qu'on se baratine et qu'on croit que ça va se faire par un coup de baguette magique. Je vous garantis que c'est pas moi qui le crois. Au coup de baguette magique, malheureusement, il faudrait que des camarades plus jeunes y croient. Mais bon, il n'y aura pas de coup de baguette magique. Mais c'est à travers l'ensemble de ce processus,
Mais ça veut dire qu'on se fixe l'objectif de dépasser la réalité de ce qu'est l'extrême gauche aujourd'hui, inclus LO pour parler du climat national, et qu'on a une vision ambitieuse de ce point de vue-là. Elle peut sembler trop ambitieuse parce que l'idée d'intégrer LO dans le projet peut paraître bizarre. Non, non, non. Personne ne sera étranger aux évolutions. Nous disons qu'il y a une période inédite et des nécessités de convergence. Personne n'y échappera. Tant mieux. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long.